Ah bah voilà, élevage engagé bleu blanc cœur à Saint-Félix-de-Lunel, en plein cœur de l'Aveyron. Tiens, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans votre émission en direct des fermes bleu blanc cœur. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous dans l'exploitation familiale et traditionnelle, la maison Quintard, en plein cœur de la vallée du Servant. Et là, j'ai rendez-vous avec Benoît, le grand frère. Vous venez avec moi? Famille Quintard, nous voilà! Allez, on c'est grand, hein? Ah, tiens! Salut Benoît! Salut Et Mika. j'étais en train de me dire, c'est grand, c'est vaste ici, hein? Donc là, on est sur le domaine familial, c'est ça? Ouais, tout à fait. Combien Ouais. d'hectares vous avez? Alors sur l'exploitation, on a 100 hectares aujourd'hui. Ah oui, carrément. Ouais. Et là, c'est la maison familiale? Ouais, tout à fait. Elle, C'est ça. elle semble chargée d'histoire, cette maison. Ah, il y a beaucoup d'histoires, oui, effectivement. Ouais, eh ben, tu l'as bien deviné. Ah ouais, tu vas Tout nous à fait. raconter ça. On peut s'avancer? Allez, on y va? Ouais, allez, c'est parti. Alors vas-y, présente-nous un peu le domaine et puis l'histoire surtout. Comme tu dis Mika, c'est ça, effectivement, c'est une maison chargée d'histoire. C'est une maison qui a 800 ans en fait. Bon. 800 ans, ouais. Ah ouais, 800 ans quand même. Tout à fait. Et donc avec Anthony, on est la 13e génération de Quintard qui est née dans cette maison. 13e génération. Ouais. Les produits que vous faites ici, sur l'exploitation, ils sont vendus à quel endroit? Alors les produits qui sont faits sur l'exploitation sont vendus donc en circuit court, D'accord. pour majorité sur l'Aveyron. Ouais. Mais après aussi on a pas mal d'expéditions qui se font sur la région parisienne parce que à Paris il y a beaucoup d'Aveyronnais aussi qui tiennent des brasseries, donc ça aussi c'est l'histoire de l'Aveyron. C'est une exploitation certes avec les 4 frères et sœurs, mais on a aussi l'équivalent de 8 salariés équivalent temps plein qui nous permettent de faire fonctionner tout ce qu'on ira voir après, quoi. Ce qui veut dire qu'ici, grâce à vous, vous avez 8 familles qui travaillent et qui ramènent de quoi manger à la maison. Tout à fait, donc ça c'est une vraie fierté aussi parce que finalement on est un employeur local qui est important, et dans nos territoires ruraux avoir des gens qui proposent de l'emploi c'est pas toujours simple, et pour nous c'est aussi une vraie fierté. Pourquoi vous avez souhaité adhérer à Bleu Blanc Cœur? On n'était pas très branché bio, on était plutôt Bleu Blanc Cœur pour le fait que c'était une démarche sur laquelle on pouvait mesurer les choses. Pour nous, c'était important de pouvoir justifier ce que l'on faisait et ce que l'on amenait à nos animaux et comment on pouvait le retranscrire de façon très concrète avec des chiffres, entre autres avec l'analyse qui est faite sur les produits, pour pouvoir justifier au bout du bout au consommateur cet équilibre oméga 3, oméga 6. Et pour nous, voilà, c'était un élément important. Et puis aussi, finalement, à terme, de pouvoir se déconnecter, on va dire, de la protéine américaine, entre guillemets. Voilà. D'accord, devenir indépendant. Voilà. Et finalement, de recentrer tout ça sur le sol français. Et d'amener au bout du bout de la biodiversité dans nos espaces agricoles et dans nos territoires ruraux. Pour nous, c'est une approche d'avenir et cohérente par rapport à ce qu'on veut faire chez nous, mais aussi à ce qu'attend le consommateur. Bonjour Anthony. Salut. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Alors tu t'es levé de bonne heure ce matin, comme tous les matins je présume? Oui. Ouais. Il y a des matins où on ne se lève pas tout le temps aussi tôt, mais oui, c'est vrai que c'est agréable le matin, là, juste quand le jour se lève. C'est des moments qui sont assez agréables sur notre ferme. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est en train de t'envier. Ouais, c'est vrai qu'on est dans un coin qui est assez joli. Et en fait, on est heureux d'être là parce que c'est vrai que tous les matins, en plus, on a des paysages différents. Et donc, c'est vrai qu'on ne s'ennuie jamais. Alors, toi, tu t'occupes des vaches ici? Ouais, exactement. D'accord. Entre autres. Tu as combien de bêtes? Alors, on a 65 vaches, 65 mères. D'accord. Et donc, au total, ça fait environ, avec les veaux, plus les jeunes femelles qu'on va garder pour les années futures, environ 135-140 animaux. D'accord. Là, ça t'arrive le matin en ce moment d'en avoir en plus? Oui, parce qu'on est en plein dans la période des vélages, des mises bas. D'accord. Et donc c'est vrai que là c'est la période où pour nous il faut être un peu plus vigilant parce que du coup il faut venir surveiller les vaches un peu plus pour voir si tout se passe bien pendant la mise bas. D'accord. Et puis ça nous permet aussi de surveiller les petits veaux qui sont nés les semaines passées et de voir que, voilà, de surveiller, faire attention qu'ils têtent bien. Vous élevez une seule race ici? Ouais. C'est quoi comme race? Alors c'est des limousines. Ça fait bientôt 30 ans qu'il y a des limousines sur la ferme. D'accord. On poursuit le travail qu'a fait notre père sur le travail, on va dire, de sélection
Ah oui, c'était votre papa qui avait mis en place le troupeau. avait mis en Voilà. place. Et donc c'est vrai que l'idée pour nous, c'est vraiment de continuer à travailler sur la sélection du troupeau, c'est-à-dire sur l'amélioration génétique du troupeau. Donc là, concrètement, elle reste en pâture toute la journée, c'est ça? Ouais, jour et nuit même, Jour et parce nuit, que du d'accord. coup elle reste dehors voilà, toute l'année, sauf l'hiver, Ouais. où elles rentrent en bâtiment. Donc elles vont rentrer, on va dire, aller de mi-novembre à début mi-mars. Ah oui, d'accord. Donc elles vont rester pendant cette période dedans. Mais sinon, tout le reste de l'année, elles sont vraiment en pâture intégrale dehors. Nous, l'important pour nous et l'intérêt pour nous, c'est d'optimiser l'herbe qu'on a sur notre ferme. Ouais. Et le fait de pouvoir la faire pâturer, on va dire que si la vache la ramasse elle, ça coûte toujours moins cher que de nous la ramasser pour la lui donner. Oui, complètement. Vous êtes dans ce qu'on appelle l'agriculture de préservation. De conservation. De conservation. Voilà, le terme, c'est bien que vous le repreniez du coup. Agriculture de conservation des sols. C'est quoi exactement? Alors en fait, le principe de l'agriculture de conservation des sols, ça repose sur 3 choses fondamentales. Oui. C'est la couverture permanente des sols. D'accord. Donc quand on est sur une prairie, on n'a pas de souci puisqu'il y a toujours de l'herbe sur la prairie. Second pilier, il ne faut perturber le moins possible le sol, donc c'est-à-dire éviter de travailler le sol. On arrête de labourer, on arrête de retourner la terre. Et notre outil principal dans tout ce système-là, voilà, c'est vraiment les vers de terre qui, eux, vont faire monte-descente comme ça dans le sol. Et ça va créer de la porosité, ils vont faire monter les bons éléments nutritifs et ils vont dégrader les éléments qui y a en surface et les faire descendre dans le sol. Et le troisième pilier de l'agriculture de conservation, c'est la diversité des cultures. Faire ce qu'on appelle des couverts végétaux, Oui. pour pouvoir justement couvrir le sol entre le moment où on a récolté le blé et le moment où on va ressemer le blé, Oui. et de capter du carbone, faire de la photosynthèse pour nourrir notre sol. Donc, pour garder la vie dans les sols, il faut les laisser tranquilles et les travailler vraiment. Les perturber le moins possible. Pour leur demander ce dont on a besoin, quoi. Exactement. D'accord. Voilà. Donc vous pratiquez cette technique pour notamment créer l'alimentation de vos animaux ici. Exactement. C'est ça? Alors Anthony, en parlant d'alimentation, c'est pas l'heure d'aller faire des rations là pour les animaux? Si, il faut qu'on aille fabriquer de l'aliment pour les poules pondeuses. On peut venir avec vous? Ben, carrément. Ça vous intéresse? Oui? Allez, eh bien on y va, on te suit? On y va, allez c'est parti. C'est parti. Eh, dis donc c'est grand, hein. Par contre tu me guides parce que j'ai pas envie de me perdre moi. Il n'y a pas de problème, suis-moi. Tu vois, je pensais pas que ça ressemblait à ça, un orgue de barbarie. Alors c'est normal Mika, ici on n'est pas dans une cathédrale, on est à la fabrique d'aliments. Ah d'accord, c'est ici la fabrique? C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est ça? Alors tout ça c'est des silos de stockage. D'accord. Et dans ces silos on stocke toute notre matière première. Donc bien. ici il y a du maïs. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Derrière toi du blé. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Ici de l'orge. Ouais. Là du tournesol. Ah, tu connais par cœur, là. Ici du soja. Et là-bas, ensuite, ça va jusque dans le fond là-haut. Voilà, et derrière il y a le lin et la févrole. Tu fais quoi de toute cette matière première après? Alors en fait ces matières premières c'est Ouais. la composante principale de l'alimentation de nos animaux. D'accord. Et donc en fait ici la machine qui est derrière toi Juste là, d'accord. va piocher dans les cellules, dans les silos. Ça sert à ça les tuyaux là? Voilà, Ok. en fonction de la recette qui est préétablie. Ouais. Et donc en fait, elle va piocher dans les différents silos les différentes matières premières, les broyer et les mélanger. C'est rigolo parce que tu as employé le terme recette. C'est un peu comme si on était dans une cuisine ici, quoi. Et c'est exactement ça. On est dans la cuisine de la ferme. C'est sympa. Donc tu confectionnes tes recettes. Et effectivement, en fait, on a plein de recettes différentes. Ouais. Pour quelle raison? Et en fait, si tu veux, les animaux, ils n'ont pas les mêmes besoins tout au long de leur vie. Ah oui, Quand ça ils sont semble petits, logique. comme un petit bébé, on n'a pas les mêmes besoins que quand on est grand. Ah oui, forcément. Donc Ouais. l'alimentation, elle évolue. D'accord. Alors, on t'a entendu parler de soja. Il y a du soja dans l'alimentation, c'est ça? Oui. Alors Ouais. aujourd'hui, on utilise du soja, effectivement. Mais l'idée pour nous, puisque avec Bleu Blanc Cœur, on est ferme test Oui. en volaille, l'idée pour nous, c'est d'ici 1 an et demi, de diviser par 8 la consommation de soja sur notre exploitation. Et par quoi vous allez remplacer du coup? Alors du coup, le soja, on va le remplacer par du lin et de la févrole. On peut aller créer une recette là? Composer Ouais. une recette? C'est Mais qui en fait, ce que je vais te faire faire, c'est tu vas fabriquer toi-même, Ah, c'est moi qui vais la faire? exactement, 2 tonnes et D'accord. demie d'aliments pour les poules pondeuses. 2 tonnes et demie? Ouais. Ah bah je te suis, ok. Mais enfin, la dernière fois que j'ai fait à manger, c'était juste une casserole et c'était tout, quoi. 2 tonnes et demie, c'est énorme. 800 kilos peut-être par an, c'est quelques casseroles, quoi. Assieds-toi, je t'en prie, regarde. Ah, c'est sympa comme siège. Alors... Alors là, tu vois, tu as la vue de l'entièreté de la fabrique. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta ration? Et bien alors, c'est pas compliqué. Tu cliques sur Formule en bas à gauche. Ouais. Voilà. Ici. Voilà. Tu vas choisir Formule Starter qu'on vient de lancer. Starter, juste ici. Voilà. Oh, voyons. Et donc là, tu as toutes les composantes. Du maïs, du blé, du tourteau de tournesol.
un peu de soja, Smart Perf, c'est quoi ça? C'est le mélange lin et févrole. D'accord, mine carbonate. Du carbonate pour les poules pondeuses, en fait c'est du calcium. D'accord, et un peu d'huile a priori. Voilà, et un petit super. peu d'huile pour assaisonner. Génial. Bon, et là comment je fais alors? J'envoie, c'est ça? Voilà, tu fais enregistrer et c'est parti. Enregistrer juste ici? Voilà. Allez, c'est parti. Je suis en train de produire 2,5 tonnes de nourriture. C'est la première fois que ça m'arrive. Monsieur Hervé Join, vous êtes pour le coup spécialiste de la légumineuse. Vous pourriez nous en révéler quelques éléments, s'il vous plaît? Bonjour à tous, Hervé Jevin, ingénieur de recherche à l'INRA. Donc, je suis plus spécialisé en alimentation des volailles, en nutrition avicole, comme on dit. Et je viens de regarder le reportage sur la famille Quintard. Leur démarche est intéressante parce qu'ils visent un objectif d'autonomie protéique, et d'autonomie protéique pas seulement au niveau de l'exploitation, mais au niveau de leur environnement, de leur territoire, à travers une démarche non pas du tout ou rien, mais une démarche de progrès. C'est-à-dire qu'on est parti d'un système classique avec céréales soja vers un système beaucoup plus polyvalent, intégrant différentes graines de légumineuses pour nourrir les animaux. La région dans laquelle se situe cette famille a de gros atouts. Elle est productrice de céréales, c'est important pour les volailles, mais elle est aussi productrice de tourteaux à partir de graines de colza ou de tournesol, dont on connaît très bien la trituration en France, de tourteaux de soja. Le sud-ouest est la première région productrice de tourteaux de soja en France. Et puis, c'est une région où l'on peut cultiver des légumineuses comme le pois et la févrole, qui sont des produits d'intérêt sur le plan agronomique au niveau de l'exploitation agricole, mais aussi d'intérêt pour la nutrition de la volaille. Et donc, leur démarche qui vise à combiner, à associer, à faire de la cuisine avec les matières premières, donc c'est le terme qui a été employé. Eh bien, quand on multiplie les sources d'approvisionnement, on diminue les risques parce qu'on les répartit sur plusieurs matières premières. On a plus de facilité pour couvrir les besoins des animaux qui vont évoluer en fonction du stade, de leur âge, de leur niveau de production, du type de production, lorsqu'on fait des œufs ou de la viande. En plus, dans le cas présent, les animaux vont dehors. Le parcours, alors c'est une autre forme de gestion. Gérer un parcours pour des ruminants, on a l'habitude. Gérer un parcours pour les volailles, on n'en parle pas souvent. Ça n'a pas qu'un intérêt en termes d'image et de bien-être des animaux. Ça peut être aussi l'occasion de valoriser ce que produit le parcours. Il faut savoir que le parcours peut représenter 10% de l'alimentation des animaux. Donc la démarche qui a été entreprise par cette entreprise familiale, parce que c'est une entreprise à ce stade-là, elle va dans le bon sens à mon avis. Préserver l'environnement, maintenir une agriculture compétitive et aussi dégager un revenu, ce qui est le but de toute entreprise. Waouh! Alors attends, les châtaigniers d'un côté, les noisetiers de l'autre et tous les arbres, tu m'étonnes que les œufs chez Quintard ils soient beaux. Ah. Tu vois pas, toi les poules elles sortent, elles voient ça. C'est superbe. Ils sont beaux et puis ils sont bons surtout, quoi. Hein. Ah ouais. C'est vrai qu'on a un cadre exceptionnel. On a un cadre de travail qui est très agréable. On a, c'est vrai, une nature très boisée. On le voit en face. Hein. Ah ouais. Là, on arrive au poulailler et c'est de l'agroforesterie que vous faites ici, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, quand on a lancé le projet Poule Pondeuse, c'était une parcelle nue, et c'est une parcelle agricole en fait. Hein. Tu vas nous expliquer ça à l'intérieur, on va rentrer. On y va. Allez, je te suis. Allez. Vas-y. Les filles, c'est l'heure de sortir. Ah. Et là, il y en a combien qui vont sortir? Bon, écoute, c'est difficile de les compter, mais je pense qu'il y en a 2000 dans le bâtiment. 2000 dans le bâtiment? Ouais. Et dis donc, elles sont belles ces poules, elles sont même pas effarouchées, t'as vu? Non, elles sont très très calmes. Donc. Alors justement, cette parcelle-là, c'est, tu disais à peu près 400 arbres, c'est ça? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça apporte comme bien-être justement aux animaux et aux poules? On voit bien l'intérêt qu'on sait pour les animaux. Hein. Ouais. Et dans la notion de bien-être, en fait, la poule, alors là on ne le voit pas trop parce qu'on n'est pas en période où il fait très chaud, mais quand il fait vraiment très chaud, l'été les poules se mettent à l'ombre sous ces haies et donc il y a un petit air qui passe et elles sont vraiment bien. D'accord. En plus, si tu veux, ça a un autre avantage aussi, c'est que par rapport aux prédateurs, notamment par rapport aux prédateurs aériens. C'est quoi comme prédateur aérien des rapaces, tu vois, des rapaces qu'on trouve ici localement. D'accord. Donc en fait, en étant dessous, elles sont vraiment protégées pour éviter d'être attaquées. D'accord. Et puis aussi, on peut dire que finalement, ces alignements d'arbres et ces plantations nous permettent de bien intégrer le bâtiment. Et d'ailleurs, quand on est ici, de la route, même dans la parcelle, on ne voit plus le bâtiment, il est masqué par les arbres. Et donc ça, je crois aussi, c'est important pour
pour le visuel, pour notre environnement, d'avoir aussi des choses qui s'intègrent bien par rapport à ce qu'on a pu voir dans sa globalité. Donc, voilà. Là, je regarde, effectivement, c'est. Tu vois, là, on voit pas le bâtiment. Voilà, il est masqué. Donc, pour nous, c'est aussi important de pouvoir avoir ce côté sympathique à l'œil. Voilà, donc. Tu vois. Ce qui est intéressant, c'est on a l'impression que les poules, elles se retrouvent dans un élément naturel, quoi. C'est comme si elles redevenaient sauvages. C'est clair. En fait, ça c'est important. C'est vrai que quand on regarde le comportement des animaux, on les voit picorer, on les voit gratter. C'est leur comportement naturel qui s'exprime là, de cette façon-là. Et donc, leur permettre finalement de vivre le plus naturellement possible, je crois que c'est important aussi, quoi. Et le fait que les poules picorent dehors comme ça, est-ce que ça peut être suffisant pour avoir une partie de la nourriture ou c'est vraiment nécessaire de leur amener la nourriture? Non, c'est nécessaire parce qu'en fait, là, le fait qu'elles picorent dehors, c'est le comportement naturel de la poule, donc elle peut trouver quelques compléments, hein, effectivement. Mais sinon, la poule, on l'alimente 5 fois par jour. On dit souvent, en rigolant, que la poule pond par le bec. Parce que si elle ne mange pas, elle ne peut pas pondre. Donc une poule, il faut qu'elle mange à peu près 120 grammes d'aliments par jour pour pouvoir produire un œuf. Donc, vous avez bien retenu, hein, la poule pond par le bec. C'est intéressant. Ouais, donc je crois que l'image est belle, mais l'image est réelle en fait. C'est que si la poule ne s'alimente pas correctement et suffisamment, on n'a pas de production d'œufs. Donc c'est pour ça qu'on dit la poule pond par le bec. Alors il y a une question que je me pose et je pense que vous vous la posez peut-être. Une fois qu'une poule a pondu toute sa vie, qu'est-ce que vous faites de ces poules? Alors si tu veux, pour reprendre le cycle de la poule ici elle arrive quand elle a 18 semaines. D'accord. Donc pendant un an, elle est chez nous en production. Donc elle pond assez régulièrement et puis au bout d'un an, elle pond de façon moins régulière. Donc pour nous, c'est moins intéressant. Mais par contre, cette poule, elle a la capacité encore à pondre. Oui. Voilà. Donc l'idée, c'était de trouver une solution pour lui permettre de prolonger sa vie. Et donc on a considéré que peut-être en faisant une opération de communication, donc à travers Facebook, en envoyant un certain nombre de SMS, la communication sur la presse, on a mis en avant un concept qui s'appelle Adopte ta poule. Ah bah ça veut tout dire. 2 fois par an, on fait cette opération sur un samedi matin. Donc on fait partir entre 1600 et 1800 poules. 1600, 1800 poules. Oui, tout à fait. Donc, tu dois avoir un monde fou. Oui, donc c'est un petit moment plus agréable. C'est-à-dire qu'on offre le café aux clients, donc ils viennent acheter leurs poules. Donc c'est un moment aussi de partage. C'est vrai que voilà, donc on est content que nos poules puissent aller continuer leur vie, je dirais, dans une maison de retraite un peu luxueuse. Voilà. Bon, bah écoute, là, après ce qu'on vient d'entendre, je pense que vous allez tous vous intéresser à venir chercher votre composteur sur pattes, la poule, pour la nommer, ici même à la ferme Quintard. Voilà. Eh ben c'est super ça. Alors, on a parlé d'agroforesterie. Oui. Il se trouve qu'on a un spécialiste qui s'appelle Alain Canet, que tu connais. Oui, je connais. Il travaille pour une agriculture du vivant ou même encore pour Arbres et Paysages 32. Alain Canet, on va vous écouter parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire concernant l'agroforesterie. Bonjour, salut à vous, bienvenue sur cette magnifique chaîne. Merci à la Maison Quintard de nous accueillir aujourd'hui pour parler d'agroforesterie, un sujet haut en couleur bien évidemment, qui est déjà très ancré dans cette propriété. Donc ça c'est fondamentalement très intéressant et vous l'avez vu sur ces images de ces poules heureuses dans un confort absolu. Alain Canet, moi je suis agroforestier, je suis aussi agronome et mon métier c'est de mettre des arbres. Les bons, au bon endroit, dans les bonnes conditions, pour les bonnes personnes, avec des objectifs très précis, puisqu'en agroforesterie, on travaille hors la forêt, on travaille au service de l'agriculture et des agricultures dans ma structure qui s'appelle Arbres et Paysages 32. Depuis 30 ans, on se fait ce métier de conseil et d'appui technique, de formation, de sensibilisation autour de l'arbre pour lui redonner sa juste place et sa juste valeur. L'arbre champêtre, l'arbre agroforêt, l'agroforesterie, un pilier important de l'agroécologie. Donc je suis ravi de voir des œufs agroforestiers parce que ça c'est vraiment mon truc, c'est mon dada depuis fort longtemps. Enfin, je ne sais pas si on doit personnaliser, mais l'œuf agroforestier, il va sauver la planète. Donc il faut se le dire, hein, parce qu'il peut être local, il peut être bio, il peut être tout ce qu'on veut, mais il faut surtout et aussi qu'il soit agroforestier. Et pourquoi me direz-vous? Parce qu'on va avoir une poule et qui va baigner dans le bonheur, hein. C'est vraiment le parc d'attractions La Poule, le parcours agroforestier. Il y a de tout, partout, tout le temps, hein. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à manger. Si c'est pas une feuille, c'est de l'herbe. Si c'est pas de l'herbe, c'est un fruit. Si c'est pas un fruit, c'est une baie. Si c'est pas une baie, c'est un insecte. Si c'est pas un insecte, c'est un ver de terre. Autant vous dire un bol alimentaire exceptionnel. Un œuf à très haute valeur ajoutée avec une valeur nutritive incroyable de ce parcours agroforestier. Alors une poule en bonne santé, pas de toxines, pas de stress, un jaune très structuré qui vire presque à l'orange. Ça c'est la première chose. Mais dans ce parcours que l'on vient de voir, il y a une biodiversité invraisemblable de plantes, des arbustes, des arbres, des lianes, des arbrisseaux. Ça veut dire aussi une faune dite sauvage,
des oiseaux qui sont au-dessus de ma tête en ce moment, mais aussi des papillons, des insectes, des abeilles. Hein. On pense aux pollinisateurs, aux abeilles en particulier, qui souffrent d'un manque de ressources incroyable. Tous ces arbres et arbustes vont fleurir et fructifier, donc amener une ressource invraisemblable. Ça veut dire qu'il y a un atelier miel qui se met en œuvre dessus très vite. Hein, donc, dans l'agroforesterie, on parle bien d'optimisation, de diversification, de hauteur. Hein, plusieurs productions, ça veut dire du bois d'œuvre, ça veut dire des œufs de qualité, mais ça veut dire aussi du miel, puisque la biodiversité, ça se protège pas en réalité. Hein, ça se produit ou ça se détruit. Et nous et vous, agriculteurs, avec qui on travaille, avec qui on coopère au quotidien, vous êtes d'excellents producteurs de biodiversité, hein, et de microclimat, puisque ce parcours climatisé pour les poules, qui protège le bâtiment, qui évite les excès de chaud, les excès de froid, le vent, la pluie, hein, toujours dommageable à l'animal. Toute l'énergie qu'un animal met à se protéger de ces phénomènes, ben, ne le met pas dans la construction d'une chair de qualité ou d'un produit tel que l'œuf. On a des microclimats, mais on a aussi un cadre, un paysage. Je crois qu'on a envie de manger des paysages, on a envie de manger un œuf de plein air, un œuf agroforestier, hein, et pas juste de plein air sur l'étiquette. Un œuf dont on est sûr que la poule va manger toutes ces choses-là, toutes ces petites bestioles et toutes ces feuilles. Ça veut dire qu'un œuf agroforestier, il a une valeur invraisemblable. Et c'est là que ça se joue. Et il y a une différence fondamentale. Hein. La différence, elle est que cet œuf-là, il stocke du carbone, il produit de la biodiversité, il produit de l'eau de qualité, il produit du sol, il produit un paysage, et je crois qu'il produit aussi de l'optimisme chez l'agriculteur qui est fier de faire ce métier, d'avoir un super produit, lutter un petit peu contre les idées reçues. Donc l'œuf agroforestier, il est déterminant pour l'avenir de la planète, ou en tout cas de l'humanité, ou en tout cas pour notre avenir. Un changement de regard incroyable, et c'est pour ça que je suis heureux d'être avec vous, et je vous invite, hein, à porter ce regard qui est un choix de société. Ce regard, c'est un vrai choix de société. De quels produits nous nourrissons-nous? Et si nous nourrissons des produits de l'agroforesterie, qui plus est de l'agroécologie, on fait des gestes envers la planète qui sont invraisemblables et incroyables. Donc c'est plus punitif, c'est plus une sanction de manger, c'est du bonheur, c'est du plaisir, c'est du partage. Hein, le bon pain, le bon vin, et avec le bon œuf à la coque le matin avec les copains, c'est juste un plaisir absolu, le plaisir du quotidien, de bien manger, d'être en pleine forme. On pourrait parler de psychisme et d'alimentation, des sujets que vous connaissez bien. Les arbres dispersés, dilués dans les territoires, qui se désertifient, c'est une source d'emploi, c'est une source d'optimisme, on le voit dans nos réseaux d'agriculteurs qui sont nombreux aujourd'hui, de coopération, de collaboration extrêmement importante, et de remettre des arbres, pour toutes ces raisons que vous connaissez bien, c'est fondamentalement ramener de la vie, ramener de l'emploi, et ramener de la dynamique dans les campagnes qui en manquent un petit peu aujourd'hui. Donc voilà, merci à la famille Quintard pour ces actions qui sont fondamentales, pertinentes, et qui sont une belle histoire de vie à partager, un projet de société, fondamentalement un projet de société qu'on doit traiter ensemble. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt. Bon les amis, vous êtes peut-être en train de vous dire qu'est-ce que je vais faire après l'émission. J'aimerais bien faire un gâteau, mais je n'ai pas d'œufs. Alors les œufs, pour le coup, on peut les trouver ici. Voilà, on est au bon endroit ici. On est dans un centre de conditionnement des œufs. C'est ça, exactement. Ça, dans ce centre, on conditionne entre 40 000 et 50 000 œufs par semaine. D'accord. Et ça à répartir sur 3 demi-journées. D'accord, sous boîte de 12, sous boîte de 6. Et en vrac aussi, voilà. Donc on a tout le panel en fait, boîte de 6, boîte de 12 et les œufs en vrac par 30. Ça fait partie des seuls produits transformés ici sur la ferme, ou il y en a d'autres? Alors non, on fait aussi, et historiquement c'est ce qu'on faisait sur l'exploitation, des volailles de chair, donc essentiellement du poulet. Oui. Et donc on a aussi un atelier d'abattage et transformation pour les volailles, avec une salle de découpe pour pouvoir commercialiser aussi de la volaille découpée, des filets, des cuisses, des ailes. D'accord. Et on a aussi une petite partie, une petite gamme de conserves avec des rillettes et du pâté de volaille. Et vous les avez goûtés au préalable? Alors oui, en fait, le crash test de nos produits, c'est le dimanche midi, à table, en famille, dans la maison familiale. Sympa. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est combien de pourcentage vous vendez en circuit court, vous ici? Et en fait, c'est la totalité. La totalité des C'est la particularité de notre exploitation, c'est qu'on a développé tout notre circuit de commercialisation nous-mêmes. Et en fait, la production a évolué en quantité, en fonction des besoins de nos clients. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on a la production qui a grandi
mais on a toujours tout vendu en circuit court. Très bien. Alors là, justement, la question qu'on peut se poser, c'est comment vous faites pour avoir une régularité dans la production et puis du coup dans la qualité des produits, quoi. Ce combo gagnant finalement, à la fois de l'augmentation de la diversité de l'alimentation et la fabrication à la ferme des aliments pour les volailles, a fait qu'on a pu vraiment travailler sur la régularité des produits finalement, parce que les poulets sortent de façon beaucoup plus régulière et beaucoup plus homogène tout au long de l'année, et les œufs de la même façon. C'est vraiment on va dire le gros point positif de la démarche Bleu Blanc Cœur, parce que nous en fait quand on dit quelque chose, on aime le prouver. Et oui. Et c'est vrai que c'est le point positif de Bleu Blanc Cœur, puisque ça fonctionne par analyse, et on prouve ce qu'on dit. Et c'est vraiment ce qui nous a plu dans cette démarche-là. Et quand on prend un œuf par exemple, on peut prouver qu'un œuf qui vient de chez nous, parce qu'il est produit Bleu Blanc Cœur, Ouais. mais il est meilleur pour la santé de celui qui le mange. Eh bien écoute, ça peut pas mieux tomber. On va te prendre au mot. Si tu as une boîte éventuellement d'œufs, on va te demander si tu veux bien nous en donner une, de façon à ce qu'on l'envoie à un expert qui travaille avec Bleu Blanc Cœur, qui est à l'INRAE. Il est spécialiste de nutrition et là pour le coup il va nous parler des marqueurs nutritionnels de l'œuf et faire une comparaison de l'œuf conventionnel avec l'œuf Bleu Blanc Cœur. Tu as une boîte à nous proposer? Allez, pas de souci. Allez, originale ta boîte pour le coup. Alors ouais, elle est originale, Sympa. mais parce que c'est une boîte réutilisable. D'accord. Ça fait partie des choses qu'on a développées aussi pendant la crise du Covid, D'accord. qui nous ont fait interroger aussi un peu sur notre impact sur l'environnement, notre impact global. Très bien. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, en tout cas, nous, sur notre exploitation, de se dire que voilà, on veut être le moins impactant possible négativement sur l'environnement. Bon, et bien super. Écoute, je te propose qu'on remplisse cette boîte avec des œufs. Là, pour le coup, ils sont tous sur la chaîne. Mais c'est pas grave, on va en prendre vite fait. Tu en prends? Allez, vas-y. Eh oui, on va prendre des œufs directement. Et on va les mettre ici même. Ils sont frais, ceux-là. Ils ont été pondus il y a... Ils ont été pondus ce matin. Voilà, il y a quelques heures à peine. Jacques Moureau, on espère que vous êtes prêts parce que là, il y a une douzaine d'œufs à analyser. Bon, vous allez peut-être en prendre un ou deux, mais une chose est sûre, c'est que pour notre part, on vous les envoie. Jacques Moureau, c'est à vous. Analyse. L'œuf Bleu Blanc Cœur, et pourquoi s'y intéresser en particulier? Donc les œufs de la famille Quintard, qui sont des œufs donc de la filière Bleu Blanc Cœur. Eh bien, on peut améliorer l'intérêt nutritionnel de ces œufs en jouant sur une relation qui existe chez les animaux. Il existe une relation donc entre la matière grasse qui est apportée dans l'aliment et les acides gras qui vont se déposer dans l'œuf. Ainsi, si on incorpore un peu de lin riche en oméga 3 dans l'alimentation, par exemple, de la volaille, eh bien, on va retrouver ces acides gras oméga 3 dans l'œuf. Et ces acides gras oméga 3 eh bien, présentent un grand intérêt pour la santé de l'homme, en particulier pour le développement du cerveau et tout au long de la vie de l'animal ou de l'homme, pour le développement, le bon fonctionnement de la vision, pour la prévention des maladies cardiovasculaires, une baisse des triglycérides, une baisse également de la cholestérolémie, et joue aussi un rôle sur le stress, en diminuant le stress. Alors, cette démarche est particulièrement intéressante parce qu'on sait qu'en alimentation humaine, on a un déficit de consommation en oméga 3 et donc les animaux peuvent contribuer à réduire ce déficit, en particulier donc les animaux issus de la filière lin. On ne peut qu'encourager la consommation de ces produits Bleu Blanc Cœur, tout au moins dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée, et continuer d'encourager la famille Quintard à produire ces bons produits destinés à l'homme pour améliorer sa santé. Oh, tu vois, ça fait du bien de se détendre, Benoît. Mais t'arrêtes jamais, toi. Hein. Tiens, mais justement, Mika, Ouais. dis-moi. Bon, évidemment, c'est pas léger ce truc-là. C'est quoi exactement qu'il y a dans les cartons là? Là, c'est du poulet Bleu Blanc Cœur. Du poulet Bleu Blanc Cœur? Et tu l'emmènes où? Je l'amène au lycée agricole de la Roque. D'accord. Tu connais bien ce lycée? Ah oui, je suis un pur produit du lycée agricole. Sérieux, t'as étudié là-bas toi? Ouais, j'ai fait 5 ans. Et donc là, ça s'en va au lycée pour qui? Pour la cantine, pour les repas des élèves. C'est-à-dire que les élèves mangent Bleu Blanc Cœur. Ouais. Ah, génial. Ils sont adhérents à la démarche, donc pour nous, c'est un super partenaire. D'accord. Tu y vas maintenant? Ouais. Je t'embarque, Mika. Ah bah avec plaisir. Allez, hop, Allez. hop. Ok. Hop. Lycée agricole, La Roque, nous voilà. Aujourd'hui au menu, c'est poulet Bleu Blanc Cœur de la maison Quintard. Tout à fait. Ils ont vraiment de la chance, ces élèves. Eh oui, c'est ce que je vois. Et là-bas, tu livres régulièrement, c'est ça? Ouais, comme je te disais tout à l'heure, 5-6 fois par an à peu près. Et ce lycée, il a une démarche vertueuse quand même. Hein? Ouais, toujours. Ils ont toujours eu ce souci finalement de
d'avoir une cantine avec des produits de qualité, sous label souvent, mais vraiment c'est une vraie volonté. Ce qui est assez rigolo, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait les éleveurs qui sont éduqués là-bas à faire leur métier, et bien petit à petit et après viennent livrer leur exploitation et leurs produits d'exploitation dans le lycée. Ouais, tu as tout à fait raison, Nicolas. C'est vrai que c'est un lycée finalement qui a formé beaucoup d'agriculteurs et aujourd'hui ces mêmes agriculteurs sont des fournisseurs pour certains de la cantine et je trouve que c'est une belle continuité finalement par rapport à l'école. La démarche Bleu Blanc Cœur, ils la connaissent? Oui, alors la démarche Bleu Blanc Cœur, ils la connaissent. Ça fait 2 ans qu'ils sont rentrés à la démarche et je trouve que c'est bien qu'on ait un lycée agricole dans la démarche parce que c'est aussi un lieu d'enseignement et pour les élèves c'est important que dans leur cadre de formation en tant que futurs agriculteurs ils aient entendu parler de la démarche. Bien sûr. Pour que demain ce soit aussi peut-être des futurs ambassadeurs. Là on va aller retrouver le chef cuisine, tu le connais un peu? Ouais, c'est un sacré personnage. C'est comment son nom? Henri. Lycée d'enseignement général et technologique agricole, La Roque, on y est. C'est dans la cantine, dans le référtoire qu'on se retrouve. Et là, on se retrouve avec vous, Joël de Loustal. Donc vous, qui vous êtes exactement ici, au lycée La Roque? Moi, je suis l'économe du lycée, donc voilà. Donc l'économe, ça consiste en quoi exactement? Ça fait partie intégrante de la restauration, donc moi j'occupe spécialement des approvisionnements et toute la partie gestion de la restauration. D'accord, vous êtes dans cette démarche, la démarche Bleu Blanc Cœur, pour le coup, c'est un petit peu vous qui avez instauré cette démarche ici? Alors nous, la démarche Blanc Cœur est arrivée tout simplement parce qu'on est déjà dans une démarche qualitative au niveau de la restauration. Oui. On a toujours favorisé les circuits de proximité, les circuits courts, et surtout au travers des labels. Donc ça paraissait que du bon sens d'intégrer la démarche de Blanc Cœur. Pour vous, une démarche comme celle-ci, ça vous parle de manière concrète? Oui, exactement, parce qu'on est venu à La Roque aussi pour avoir une culture qualité dans l'enseignement et on la retrouve également dans la nourriture. Et dans notre seconde année de BTS, on doit faire un projet de communication et on a choisi de la faire sur le mieux manger en général, ce qui collait parfaitement avec les exigences de La Roque. Et donc voilà, on a voulu montrer aux élèves qu'on pouvait manger bien et de qualité à La Roque et on pouvait le transmettre également sur le point de vue du privé chez soi. On va peut-être aller voir notre chef, histoire de faire une dégustation. Je pense qu'il va nous montrer au moins ce qu'il a cuisiné aujourd'hui et le poulet en l'occurrence qu'on lui a amené. Tout à fait. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite en cuisine. Vous sentez rien? Ah bah non, vous sentez rien forcément derrière votre écran. On est ici dans les cuisines du lycée La Roque. Alors il y a juste à côté de moi Joël, il y a Benoît et puis surtout on se retrouve avec le chef cuisine. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors ici, qu'est-ce que vous nous préparez exactement avec ce poulet qu'on vient de vous ramener avec notre ami Benoît? C'est vrai qu'on a un super poulet aujourd'hui là. Oui. Nous allons faire un poulet sauté, tradition, la tradition de l'Aveyron. D'accord. Un bon poulet. Voilà. À quoi vous pouvez constater que c'est un bon poulet, vous cuisinier? Ah mais ça c'est extraordinaire, la couleur déjà, c'est beau, c'est beau. Je veux dire, même avant de cuisiner, pour le manger. Vous, c'est quel style de cuisine ici? De la cuisine traditionnelle. De la cuisine traditionnelle. Bon, alors on va vous laisser faire le plat pour le coup. Voilà. Est-ce qu'on aura l'occasion de faire une petite dégustation après? Ah, il n'y a pas de souci, ouais. Voilà. Oui, bon, bah, super. Voilà. On se retrouve maintenant au terme de l'émission. J'espère que l'émission en direct des fermes Bleu Blanc Cœur pour ce numéro vous a convenu. On remercie encore une fois le lycée La Roque de nous avoir accueillis. On remercie la Maison Quinter, merci Benoît. Avec plaisir. C'était un super moment. Surtout, on se donne rendez-vous pour la prochaine émission qui promet d'être encore plus surprenante. À la prochaine. Salut les amis, bon appétit et gardez le sourire.